peut-être certains d'entre vous connaissent son livre parmi les plus récents, dont être moderne sans être occidental. Hein. Donc là, c'est vraiment toute la question qui se pose justement pour le Japon moderne. Et donc Pierre-François Souiri va nous parler de race, discrimination et nationalisme culturel, la Chine vue du Japon. Hein. Donc là, on va sans doute reprendre certaines thématiques qui ont déjà été évoquées. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation et merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Alors, avant de commencer mon exposé, qui ne sera pas très long, je voudrais vous raconter une histoire. En 1579, Alessandro Valignano, visiteur des Jésuites aux Indes, est reçu en audience à Kyoto par Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, c'est l'homme fort du Japon à cette époque-là. Et dans son escorte, il y a un type extraordinaire qui mesure 1,90 m, enfin à peu près, dont les textes nous disent qu'il était fort comme un buffle et qu'il avait la peau noire comme de l'encre de Chine. Et donc il arrive chez Nobunaga, reçu en audience, et Nobunaga est absolument sidéré de voir cet homme. Il s'approche de lui et regarde si par hasard ce ne serait pas de l'encre de Chine justement qui serait sur sa peau. Quand il voit que la peau, c'est sa véritable peau, il est très étonné et demande à Valignano s'il peut garder cet homme à ses côtés. Et Valignano, qui a besoin d'avoir de bonnes relations avec Nobunaga, lui cède cet homme dont on peut penser qu'il était un esclave, venu peut-être du Mozambique. Et Nobunaga lui donne un nom japonais, Yasuke. Et il fait de Yasuke un samouraï. Il lui donne un sabre, il lui donne une terre, il lui donne un revenu, et Yasuke devient le garde du corps, en quelque sorte, de Nobunaga, qui, lorsqu'il reçoit en audience d'autres seigneurs de la guerre, se présente avec ce type immense à côté de lui, qui évidemment sert à impressionner les personnes qu'il reçoit. On dit que dans la foule de Kyoto, lorsque Yasuke traverse la rue, c'est l'émeute. Les gens se battent entre eux, disait Tex, pour essayer de le voir, de l'apercevoir de plus près. C'est une véritable mania, entre guillemets. Et Yasuke, Nobunaga est assassiné en 1581 et Yasuke disparaît des textes. Alors il se trouve que Yasuke est devenu aux États-Unis une sorte de figure emblématique chez les Afro-Américains. Et il y a des textes de rap qui parlent de Yasuke comme si c'était un personnage, alors évidemment réinventé, réinterprété, mais il y a une sorte de fierté qu'il y ait pu avoir dans l'histoire un samouraï noir. Bon. Et il se trouve que Ubisoft, qui est un producteur de jeux vidéo qui a notamment cette licence qui s'appelle Assassin's Creed, va sortir un jeu vidéo qui se passe dans le Japon féodal du XVIe siècle, dont le personnage principal, ou l'un des deux personnages principaux, est Yasuke, c'est-à-dire un samouraï noir. Et quand c'est sorti au Japon, cette affaire-là, le jeu n'est pas encore sorti, mais ils ont sorti un trailer au mois de mai, ça a été l'émeute au Japon. C'est impossible de faire de montrer un jeu vidéo dans le Japon du XVIe siècle où le personnage principal est un noir. Donc il y a une réaction, il n'y a pas d'autre mot, une réaction raciste japonaise contre ce jeu d'Ubisoft avec des commentaires que je ne cite pas ici, mais du genre « je vais quand même pas regarder pendant 1h30 un noir massacrer des Japonais ». Et bon, bref, ça dure encore. Et Ubisoft a été obligé de retarder la sortie du jeu, l'action d'Ubisoft a baissé, bon, etc., etc. Donc c'est une affaire qui touche encore le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'était une anecdote, mais je voulais simplement vous la raconter pour vous montrer que ça dure, ça continue, malgré tout. Alors, je reviens donc
à mon sujet de départ. Alors, pour dire simplement que, pour des raisons qui sont finalement assez faciles à comprendre, le Japon n'a jamais pu vraiment adhérer à une théorie scientifique de la race, même si le document que vous nous avez présenté l'évoque. Par exemple, tel que des théoriciens comme Gobineau ont pu l'exprimer. Et si on pouvait à la rigueur admettre la condition des races africaines dans le Japon de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il n'était pas possible d'admettre l'infériorité ontologique des Asiatiques par rapport aux Occidentaux, considérés encore il y a peu, en Chine comme au Japon d'ailleurs, comme de vulgaires barbares. Donc, pour justifier leur sentiment de supériorité sur les autres peuples d'Asie et légitimer l'expansion impérialiste et le colonialisme, les idéologues japonais ont donc dû s'appuyer sur d'autres formules en apparence plus neutres, mais non moins discriminatoires, comme le darwinisme social, l'asiatisme ou l'idéologie impériale. Alors, il y a eu des gens qui, comme Konoe Hatsumaro, dont il a été question tout à l'heure, ont pu essayer de transcrire au Japon le racisme dit scientifique de cette époque-là. Mais en fait, ce sont des tentatives qui ont eu peu de succès. Alors pourtant, tous n'ont pas sombré dans ce schéma simpliste sur les différences du développement historique ou sur l'incapacité des autres Asiatiques à suivre la voie japonaise vers ce qu'on n'appelait pas encore la croissance, ou sur leur refus de reconnaître l'immense supériorité du modèle impérial japonais. Mais nous nous attacherons donc ici plutôt à examiner l'œuvre du sinologue japonais Naito Konan, donc qui est ici, là, et du nationalisme culturel qu'il a cherché à formuler de manière assez singulière dans une démarche comparative entre les civilisations chinoises et japonaises. Konan ne méprise pas du tout la Chine. Au contraire, même, il l'admire. Il s'inspire donc d'une tradition philo-chinoise, modernisée, mais mise au service d'ambitions plus délibérément politiques, comme on va le voir. Il est en même temps l'un des fondateurs au Japon de ce qu'on a pu appeler les études asiatiques, Toyo Shigaku, et puis l'un des fondateurs de la sinologie moderne, enfin, en tout cas, du moins celle de l'avant-guerre. Alors, quelques mots sur le personnage, d'abord, pour vous faire comprendre d'où il vient et qui il est. Bon, il est né en 1866, 2 ans avant Meiji. Il est originaire d'une famille de petits vassaux d'un fief du nord du Japon, le fief de Nanbei. Alors, c'est un détail qui est relativement important dans le Japon de cette époque-là, parce que ce fief fut l'un des derniers à combattre en faveur du shogun contre les troupes impériales. Et donc, les samouraïs de ce fief ont tous été exclus de l'administration, de l'armée, du nouveau régime. Et donc, les gens issus de ces fiefs du nord-est, la plupart de ces descendants de samouraïs ont donc dû se tourner vers d'autres carrières que les carrières de l'État. En particulier, ils sont devenus pour la plupart enseignants, journalistes, médecins, mais n'ont jamais pu faire une carrière dans l'appareil d'État qui était trustée par les gens qui étaient originaires des fiefs du sud-ouest, à commencer par le fief de Satsuma et le fief de Chōshū. Anecdote encore, Abe Shinzo, qui était l'ancien Premier ministre du Japon, dont on a beaucoup parlé, qui se fait assassiner il y a peu de temps, se vantait d'être originaire du fief de Chōshū et d'être donc un des descendants de ces samouraïs qui avaient fait la révolution de Meiji. Alors, le grand-père de Konan enseignait les études classiques aux jeunes samouraïs du fief, et le jeune Konan donc, a appris donc a fait des études classiques, comme on disait à l'époque au Japon. Il a passé par une école normale d'instituteur, il est sorti diplômé en 85, et il fait donc partie de cette génération de gens qui sont nés donc dans les années 1860, qui sont des intellectuels, qui arrivent à l'âge adulte, donc à la fin des années 1880, et qui ne sont pas passés par les universités, puisque ça n'existait pas. Ils ont donc une formation très classique, influencé essentiellement par, évidemment, le confucianisme ou le néo-confucianisme tel qu'il était enseigné au Japon à cette époque-là. Après, à la fin des années 80, Naito Konan donc, décide d'émigrer à Tokyo, et là, il fait la connaissance donc, de ces jeunes nationalistes, on peut les appeler comme ça, qui forment cette société qu'on appelle la Seikyo-sha, donc la Société pour l'éducation politique,
qui sont comment dire, qui sont une sorte de génération qui est en réaction contre l'occidentalisme de la génération précédente qui avait fait Meiji, ou du moins qui avait influencé Meiji. Autant dans les années 1870, on essaye de comprendre ce qu'est l'Occident et de se rapprocher de l'Occident, autant à la fin des années 80, il y a donc cette génération nouvelle qui sera à l'origine du nationalisme japonais moderne. Donc, Naito Konan est un de ceux-là. Il participe donc comme journaliste. Il travaille comme journaliste et il écrit de nombreux articles sur la vie politique de son temps. C'est un esprit ouvert parce que non seulement il maîtrise les caractères chinois, mais il lit aussi avec beaucoup d'intérêt la traduction qui est faite par Nakai Chomin de Rousseau. Il devient donc l'une des figures importantes du mouvement nationaliste, comme journaliste essentiellement, mais sa formation au classique chinois le pousse à penser fondamentalement que l'histoire chinoise et l'histoire japonaise ne doivent pas être pensées séparément et qu'il faut les penser ensemble avec des yeux universalistes. Et en ce sens, il se distingue justement de ses amis nationalistes classiques, si je puis dire, qui au contraire pensent et insistent en permanence sur l'unicité japonaise. Donc à partir de 1999, Konan décide de s'intéresser sérieusement à la question chinoise. Il fait plusieurs séjours en Chine et en Mandchourie, observant la société chinoise, il multiplie les enquêtes, il récolte de la documentation, il se distingue par des articles, enflammés d'ailleurs en 1904 en faveur de la guerre contre la Russie. Et sa compétence sur les questions chinoises fait de lui un personnage incontournable, si bien qu'il est sollicité par Komura Jutaro, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, comme conseiller lors de la négociation que ce dernier mène à Pékin avec le gouvernement impérial chinois sur la Mandchourie au lendemain de la victoire japonaise contre la Russie. Donc, il n'est pas dans l'appareil d'État, mais quand même, il est sollicité parce qu'il est extrêmement compétent, ou du moins le pense-t-on. Peu après, on crée une faculté des lettres à l'Université impériale de Kyoto, et en 1906, Naito Konan est sollicité donc pour assurer les enseignements d'histoire orientale. Lui, le journaliste, devenu diplomate, il devient universitaire, alors qu'il n'a aucune formation universitaire, mais comme tous les gens de sa génération, bien entendu. Il est nommé chargé de cours, puis il devient professeur en titre en 1909, et il restera donc professeur à Kyodai, donc l'université de Kyoto, jusqu'à sa retraite en 1926. Le communiste Shirano Yoshitaro, qui est l'un des leaders du mouvement communiste au début des années 30, disait qu'il y avait, et qui sera par la suite l'un des promoteurs du rapprochement entre le Japon et la Chine après la révolution de 1949, expliquait qu'il y avait à cette époque, dans les années 20 et 30, deux types de sinologues, les scientifiques et les impérialistes. Et pour lui, Naito Konan faisait vraiment partie de la seconde catégorie. C'est donc un sinologue philo-chinois, mais impérialiste. Alors comment expliquer cette contradiction ? Effectivement, Naito Konan est devenu l'un des grands sinologues de son temps, qui a publié plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la pensée, de la littérature chinoise. Il a écrit une histoire de l'art chinois et il s'intéresse également à l'histoire de la culture japonaise et il devient en quelque sorte l'une des références, dans les années 20 en tout cas, l'une des références pour tout ce qui est culture chinoise, culture japonaise, culture imbriquée, pas imbriquée, etc. Alors, face aux tendances d'inspiration occidentaliste qui cherchent au contraire à montrer que le Japon est très différent de la Chine. Le Japon a connu une société féodale comme en Occident. Le Japon a connu des samouraïs comme les Occidentaux ont eu leurs chevaliers. Le Japon est donc très différent de la civilisation chinoise, de la civilisation coréenne, et c'est ce qui explique sa supériorité aujourd'hui. Ça, c'est à peu près le discours qu'on entend vers 1905-1910. Ben lui, au contraire, il prône la réévaluation des cultures asiatiques traditionnelles, notamment le bouddhisme, le confucianisme. Et c'est un travail, dit-il, nécessaire pour reconstruire une culture orientale capable de résister à la culture occidentale. Il développe une pensée axée sur le nationalisme culturel assez différente de celle que développaient ses amis nationalistes depuis les années 90. L'originalité de sa démarche, donc,
vient sans doute de son statut de sinologue, qui lui permet d'avoir un regard décalé sur la culture de son propre pays, face aux japonologues japonais, si je puis dire, qui, eux, ignorent à peu près toute la culture chinoise. Et le font exprès. Donc pour lui, au contraire, cette vision donc, développée par les nationalistes japonais est une notion qu'il appelle nippocentrée, donc Honkoku Chujin Shugi en japonais, et son travail porte pour l'essentiel sur les périodes anciennes et médiévales de l'histoire de la Chine, sur la littérature, la peinture surtout, mais il produit une théorie relativement originale en son temps, c'est-à-dire que pour lui, la période Song marque l'entrée dans la Chine dans les temps modernes, ce qu'il appelle les temps modernes, hein, au sens où 1492, c'est chez nous le début des temps modernes. De même qu'au Japon, d'ailleurs, la période moderne commence avec la période Sengoku, donc celle dont je parlais à l'instant, d'Oda Nobunaga, à la fin du XVIe siècle. C'est une manière assez originale de penser en son temps, et il pourfend ce qu'on appelait au Japon les Shinatsu, c'est-à-dire ces Japonais qui s'étaient installés en Chine, à Shanghai en particulier, et qui se vantaient de bien connaître la Chine de l'intérieur, en quelque sorte, mais qui n'avaient aucune formation scientifique, ni universitaire, et qui, en particulier, expliquait que l'histoire chinoise était cyclique et répétitive, et ce qui expliquait la stagnation et le retard de la Chine contemporaine, alors que le Japon, lui, avait au contraire une histoire qui est une histoire progressiste, une histoire qui se développait toujours dans le bon sens, en quelque sorte. Et l'un des points d'attaque de Conan se concentre donc sur le processus de fabrication de la culture japonaise. Pour les nationalistes japonais, il est évidemment impossible d'éluder ou sous-estimer la question des influences chinoises, ne serait-ce que parce que l'écriture est d'origine chinoise. Mais avant l'introduction des modes de pensée chinois, il existait au Japon les germes d'une culture, et la culture chinoise aurait servi en quelque sorte de fertilisant pour un processus qui ne demandait qu'à croître. Telle est du moins l'idée que beaucoup avaient à cette époque-là au Japon des origines de la culture japonaise. D'autres allaient même plus loin encore, affirmant comme Tsuda Sokichi que la culture japonaise est différente par son essence de la culture chinoise et qu'elle ne doit rien ou pas grand-chose à la civilisation chinoise. Conan, lui, prend le contre-pied de toutes ces affirmations. La culture japonaise, explique-t-il, n'existe que parce que la culture chinoise a été introduite dans l'archipel. Elle en a même été le ferment. Le Japon n'est pas un pays où la culture a surgi d'elle-même. C'est une culture qui s'est construite sur l'importation d'éléments extérieurs à l'origine, qui l'a transformée et modelée. Donc c'est assez hérétique, hétérodoxe par rapport au nationalisme de son temps. Il dit, à des titres divers, les Occidentaux considèrent aujourd'hui la culture gréco-romaine comme une partie d'eux-mêmes, une partie de leur propre culture. Cela n'a rien à voir avec la situation actuelle de la Grèce ou de l'Italie. Personne ne considère l'État grec actuel comme le dépositaire de la culture grecque classique. Eh bien, il en va de même en Orient, où la culture chinoise classique précède et conditionne les développements ultérieurs de la culture japonaise, coréenne, annamite et même chinoise récente. Dire ceci n'implique pas une relativisation des origines de la culture japonaise, bien au contraire. Pour Conan, la culture japonaise est comme une extension de la culture chinoise. On ne comprendrait rien aux origines de la culture japonaise, écrit-il, si on ne connaissait rien à la culture chinoise, mais ceci implique donc une relativisation du rôle de la Chine contemporaine. Et c'est là que va se trouver le problème. Conan explique que les leaders du mouvement du 4 mai sont incultes et ne comprennent rien à leur propre culture. La culture orientale, explique Naito, est née en Chine, mais elle s'est développée depuis le centre de la Chine en direction de l'extérieur, en plusieurs étapes, progressivement, comme des vagues, dit-il, comme les ondes que fait une pierre jetée dans une mare. Cet élargissement géographique de la culture a contribué à éveiller les populations barbares qui vivaient aux alentours du centre chinois, et ceci a eu parfois pour résultat de faire apparaître des personnages puissants sur les frontières qui se sont à leur tour tournés vers le centre et l'ont même parfois conquis. Comme si les ondes de la pierre jetée dans la mare revenaient en quelque sorte vers le centre après en avoir atteint les bords. Si on considère la culture japonaise de ce point de vue, on peut la comprendre pour ce qu'elle est, une extension, une sophistication de la culture chinoise. Le développement de la culture en Orient donc, ignore les divisions nationales. La culture orientale est donc la matrice de la culture japonaise et celle-ci n'est qu'un élément constitutif de celle-là. La culture orientale a vocation universelle et donc dépasse les particularismes culturels nés ici ou là, au Japon ou ailleurs. Elle transcende les différents peuples qui l'ont composée et perdure au-delà de leur effondrement actuel,
dit-il. Autrement dit, la Chine actuelle est en train de s'effondrer, mais ça n'a aucune importance, puisque la culture chinoise est vivante, notamment au Japon. Donc pour lui, c'est incontestablement le Japon qui maîtrise au plus haut degré la culture orientale, bon, en tant que la culture chinoise, bien sûr. C'est donc à lui que revient la charge de la diffuser, de la faire prospérer. Ce serait une erreur de croire que l'histoire de l'Orient est étrangère à l'histoire japonaise. Le Japon est aujourd'hui le véritable cœur de la culture chinoise et orientale. Il l'incarne mieux que la Chine elle-même. Alors c'est une idée qui n'est pas si neuve que ça, en fait, hein, parce que les Coréens, lorsque la dynastie Ming s'est effondrée et qu'elle a été remplacée par une dynastie mandchoue, ont commencé à expliquer que la Chine n'était plus la Chine puisqu'elle a été conquise par des barbares et que donc le cœur de la civilisation chinoise était donc en Corée et que les Coréens étaient la véritable nouvelle Chine. Bon, il reprend un petit peu cette idée, je ne sais pas s'il la connaissait, mais il reprend un petit peu cette idée. Alors, voilà ce qu'il dit. Je pense que la Chine ancienne est au cœur de la culture orientale. Comment la culture chinoise s'est-elle propagée? Pour ma part, je pense que la culture a germé sur les bords du fleuve Jaune, puis qu'elle a progressé d'abord vers l'ouest, puis le sud, puis qu'elle s'est tournée peu à peu en direction du nord-est et qu'elle a atteint finalement le Japon. Elle s'est diffusée par degrés, par étapes, en stimulant les peuples qu'elle finissait par toucher, et à chaque fois que ces derniers étaient stimulés, les peuples sinisés ont à leur tour contribué à l'élaboration de cette culture. Or, le processus de diffusion de la culture ne s'est pas contenté d'être un processus du centre vers la périphérie, ce fut aussi le mouvement inverse de réaction de la périphérie vers le centre. Et puis un peu plus loin, il écrit « Le mouvement réactif maintenant part du Japon et touche la Chine, contribuant à la réveiller ». Ça, les Japonais, pour réveiller la Chine, ils s'y entendent. Même si les origines de la culture japonaise se trouvent en Chine, cela ne signifie en aucune façon que la culture japonaise est insignifiante. Cela signifie qu'elle est partie prenante de la culture orientale globale et qu'elle s'est développée de son côté, devenant une partie du tout, c'est-à-dire une culture en tant que telle, à savoir la culture japonaise, mais qu'elle influence désormais l'ensemble de la culture orientale. Donc le cœur de la culture, c'est quelque sorte transporté du cœur chinois vers le nouveau cœur japonais. Alors, il me reste combien de temps là 2 minutes. 2 minutes. Alors je vais directement à la conclusion. La conclusion, elle est terrible. Vous allez me dire, finalement, ce Conan, il était assez sympathique, il aimait bien la Chine, bon, voilà. Mais, oui, il aimait bien la Chine. Mais, alors, ce que dit ici le général Matsui Iwane, qui est donc le général en chef des opérations militaires à Nankin en 1937, est ahurissant. Mais c'est dans la même filiation intellectuelle. La guerre entre la Chine et le Japon ressemble à une bagarre entre frères au sein d'une même famille, la famille asiatique. Nous ne faisons pas cette guerre parce que nous haïssons les Chinois, mais parce que nous les aimons. Voilà, je vous remercie. Ah oui, alors donc oui, cette dernière phrase pourrait être tout à fait mise dans la bouche de Poutine à propos de l'Ukraine. Hein, ouais, on étouffe ce qu'on aime. Oui. Bien, merci vraiment beaucoup Pierre-François Souiri pour cet exposé aussi qui nous montre bien en fait les relations compliquées qu'il y a en fait entre la Chine et le Japon. Alors Naito Conan, c'est évidemment une figure très connue en Chine parce que précisément il passe pour être un grand sinologue. Mais alors justement, il y a un tout petit problème de terminologie sur la désignation de cette c'est pas exactement une discipline, mais enfin de ce champ du savoir. Donc, au Japon, quand on parle d'études classiques, on parle traditionnellement de kangaku, c'est-à-dire les études Han, justement, hein, kangaku. Alors, là, je ne sais pas quel terme Naito Conan utilise pour désigner justement les études chinoises. J'ai vu passer le terme Shinagaku. Donc, oui, mais alors justement, ce terme de China, c'est un terme qui tend à décentrer la Chine précisément. Exactement. Ouais. Dans le Japon de l'époque d'Edo, les études classiques chinoises, le confucianisme en particulier, effectivement, s'appelle Kangaku, c'est-à-dire les études Han.
à partir de la fin du 19e siècle, les Japonais, et l'effondrement, non, attendez, j'ai une bêtise, à partir de 1911, et donc l'effondrement de l'empire Qing, parce qu'en chinois, on désigne rarement la Chine par son nom, on la désigne plutôt sous le terme des différentes dynasties qui se sont succédées. Donc il y a les Tang, il y a les Song, et il y avait les Qing, c'était la Chine des Qing. Donc la guerre entre la Chine et le Japon, c'était Nishin Senso, donc la guerre entre Nihon et Chine, c'est-à-dire la dynastie des Qing en japonais. Et à partir de 1911, donc, les Japonais se mettent à désigner la Chine sous le terme de China, qui est un nouveau mot, qui est évidemment inspiré par les langues occidentales, et qui sert aussi en même temps à un peu dévaloriser la Chine. Le mot a été carrément interdit ou pratiquement interdit après 1945. Est remplacé par Zhongguo, enfin en japonais Chugoku, qui est le mot officiel donc, pour désigner la Chine. Et China a été abandonné. Mais on désignait, donc, en disant entre 1911 et 1945, pour faire simple, on désignait les études chinoises sous le terme de Shinagaku. Donc China Sui. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans justement ce que vous venez de dire, c'est que actuellement, précisément, la position de Naito Konan est reprise par des historiens chinois en Chine populaire. Vous avez cet historien de l'université Fudan de Shanghai qui s'appelle Ge Zhaoguang, qui justement remet en scène et remet en valeur toute l'érudition de Naito Konan et qui reprend justement l'idée de Naito Konan que les temps modernes en Chine commencent sous les Song, c'est-à-dire à partir de l'an 1000 en gros. Ce qui évidemment en fait prend un revers bien sûr tous les schémas historiques où alors on se dispute pour savoir si la Chine moderne commence en 1911 ou commence en 1949 ou il y en a qui disent éventuellement avec les Ming mais remonter jusqu'au Song c'est quand même assez voilà bon et alors cette idée évidemment que la culture chinoise est encore, en fait, est encore mieux représentée au Japon qu'en Chine même. Oui, vous l'avez dit, c'est une idée ancienne qui prévalait aussi en Corée dès justement la chute de la dynastie Ming au XVIIe siècle, aux mains des Mandchous précisément. Bon, donc moi, ce qui me frappe ici, c'est que le modèle au fond de comment dire que rejette Naito Konan, c'est le modèle justement organiciste. Pour reprendre enfin des termes qu'on a beaucoup utilisés ce matin, Frank Dikötter parlait justement de cette pensée organiciste chinoise qui permet justement de tout absorber, tout attirer, tout assimiler, englober. Bon, et là, il y a chez Naito Konan en fait justement une résistance par rapport à ce modèle. Oui, parce qu'il explique que en fait la culture chinoise c'est une culture, c'est pas un territoire, c'est pas un État, et que donc le territoire et l'État peuvent se décomposer, la culture continue, elle peut continuer ailleurs, exactement comme la culture occidentale est née en Grèce, mais elle s'est développée après en Europe et ailleurs. Donc il reprend cette idée-là. Et dans ce cadre-là, évidemment, la culture bouge, enfin le centre de la culture bouge d'un territoire à un autre, et en l'occurrence, dans les années 20, c'est le Japon qui est au cœur de la culture chinoise. C'est comme ça qu'il se l'explique, en tout cas. Et du coup, ça permet de... Bon, par exemple, les étudiants chinois qui sont venus étudier au Japon au début des années 1900, parce que c'était plus simple d'aller étudier la modernité au Japon que d'aller l'étudier en Occident, ont été finalement assez mal accueillis par les Japonais. Ils ont été victimes de racisme, ils sont rentrés un petit peu dégoûtés dans leur propre pays. C'était une occasion d'ailleurs que le Japon a raté à ce moment-là, parce que s'il avait au contraire été assez accueillant vis-à-vis de ses étudiants chinois, qui allait plus tard devenir évidemment l'élite du pays, il aurait eu des relais d'influence bien supérieurs que ceux que finalement il a eu, ou plutôt il n'a pas eu. Donc il y a eu de ce point de vue-là une série d'échecs du Japon par rapport à la Chine qui est absolument catastrophique. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Oui, enfin, bon, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a un siècle plus tard, hein, actuellement, en fait, comment dire, une arrivée assez massive, enfin, d'élites chinoises au Japon. Donc, on a une espèce de retour de l'histoire, hein, qui est tout à fait intéressant actuellement. Bien, alors, donc, il est 12h30 passé. Moi, je suis la gardienne des horloges et je tiens à la pause déjeuner, hein, comme vous tous. Donc, nous gardons en tête justement tous ces questionnements qui ont été lancés ce matin et nous nous retrouvons à 14h, ici même. Donc, nous recommençons à 14h pile pour continuer donc dans cette voie. Merci, à bientôt.